vous remercie doublement de l'exposé très structuré que vous avez fait et du souci que vous avez eu de faire le lien avec les séances précédentes. Ça prouve que le site Internet du Collège marche. Merci vraiment à ce double titre. Pour lancer la discussion, j'aimerais bien commencer la discussion par à la fois des points historiques et théoriques concernant les droits de l'homme. Le point historique, c'est celui de la définition même de la notion de droit de l'homme et du citoyen en France en 1789. Car à ce moment-là, ce dont il est question, c'est bien de trouver un fondement du social qui est coupé du passé, coupé de l'histoire. Et donc, c'est l'opposition de l'histoire à la nature. Puisqu'on ne veut plus d'une société fondée sur l'histoire, car l'histoire, elle renverrait forcément au fait de la monarchie et au fait de la domination qu'elle incarnait, il fallait refonder la société sur la nature. Et la refonder sur la nature, à ce moment-là, c'était définir l'individu comme une position dans cette nature, et donc définir l'individu par sa propriété. La notion de propriété est celle qui est centrale. Et tous les droits de l'homme, à cet égard, sont considérés comme des façons d'organiser la propriété de soi, quelles que soient les modalités de cette propriété de soi. Alors il y a cette première ambiguïté, c'est-à-dire que les conditions de la déconstruction de l'Ancien Régime amènent à une définition limitée, pourrait-on dire, des droits. Car on va revenir sur cette question-là, mais les droits de l'homme, au fond, ils ont trois dimensions. Les droits de l'homme, ils définissent une position de l'individu, ils définissent des capacités de l'individu et ils définissent une relation sociale. Or, on voit que dans le moment révolutionnaire, c'est essentiellement la première dimension qui est atteinte et pas du tout celle on dirait des capacités aujourd'hui, pour employer cette expression, ou des relations, comme on va revenir sur ce point, comme le suggérait Hannah Arendt. Et cette limitation, elle est passée inaperçue, car dans le projet français, il y a eu l'idée que la nation française n'était pas simplement une nation, mais qu'elle était en quelque sorte le germe d'un nouvel universalisme. C'est quand même ça qui était fondamental. Et donc la vision cosmopolitique, elle est vécue non pas sur le mode impérial, si je puis dire, mais elle est vécue sur le mode de l'expérimentation d'un nouveau rapport à l'universel. Et cela, on le voit très bien à partir de toute la façon dont a été thématisée, à partir du directoire, disons, la question du rapport aux républiques sœurs. Les républiques sœurs, ce sont les exemples, en quelque sorte, d'une démultiplication de la dimension cosmopolitique. Non pas un grand empire, mais les valeurs cosmopolitiques, eh bien, elles s'imposent un peu partout. Alors la réalité, c'est que ça n'a pas été simplement cette imposition-là, il y a aussi une forme de colonisation. Mais enfin, là, on pourrait reprendre les arguments sur l'hypocrisie. Mais je crois qu'il est tout de même assez important de bien voir ces conditions de détermination historique et ces conditions de perception du rapport entre le national et le cosmopolitique dans la Révolution française, qui est évidemment très différent de la vision américaine sur ce plan-là. Et quand Hannah Arendt parle de la Révolution française, j'ai eu le sentiment qu'elle n'a pas assez pris conscience des conditions de formulation de cette idée et de ce qu'emportaient aussi les conditions de la négation de l'Ancien Régime. Parce que la vision française de la souveraineté, si on dit que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est bien par opposition à la définition de la volonté et du bon plaisir royal. Donc de ce point de vue-là, toute une certaine vision limitée ou problématique des droits de l'homme et du citoyen, il faut la voir, me semble-t-il, dans les particularités liées à ces conditions historiques de formulation dans le cas français. Enfin, ça, c'est juste une remarque historique. Pour en venir à ce que vous avez dit au début sur Hannah Arendt, j'aimerais bien vous poser la question suivante.
c'est qu'au fond, l'analyse des premiers volumes d'Hannah Arendt, le premier volume sur l'antisémitisme et le deuxième volume sur l'impérialisme, ce qui est absolument clé, notamment dans le volume sur l'antisémitisme, c'est l'idée d'un monde moderne qui crée le déracinement, et la massification. C'est vraiment ces notions-là qui sont centrales. Mais au fond, on peut les interpréter de deux façons. Le déracinement, ça peut être la perte des racines dans une vision territoriale un peu appauvrie, et le déracinement, ça peut être la déliaison des hommes. Alors, ce qui me semble frappant dans la vision d'Arendt, c'est qu'elle a les deux fers au feu. Il y a vraiment la vision de la déterritorialisation et la vision d'une déliaison des hommes, et qui deviennent masse au sens du terme. Et la masse se définit par le fait qu'il n'y a plus de véritable lien. C'est une espèce d'agglomération et non pas une forme sociale qui existe. Et un certain nombre d'interprétations, pourrait-on dire, conservatrices d'Arendt, eh bien, ne voient que la dimension déterritorialisation. Et elles ne mettent pas l'accent sur la dimension qui me semble pourtant centrale dans le volume sur l'antisémitisme, à savoir comment se défait la société, comment se défait le monde. Donc là, c'est une réduction, si je puis dire, d'Hannah Arendt. Mais en même temps, il est vrai que chez elle, il y a sous-jacente aussi une espèce de critique nostalgique de la modernité, parce qu'elle analyse, ce qu'elle analyse dans le volume sur l'antisémitisme, c'est la première mondialisation, pour faire vite. Et son volume sur l'impérialisme, en tout cas, le manifeste encore plus évidemment. Et donc, cette analyse de la première mondialisation, elle le voit comme une sorte de chute. Et elle ne voit pas l'ambiguïté aussi de cette mondialisation. Donc ça, j'aimerais bien que vous puissiez réagir sur ce plan-là, sur l'interprétation et la lecture d'Arendt qui va avec des visions, disons, conservatrices ou républicaines conservatrices. Et la deuxième chose, c'est le rapport à Burke. Parce que la critique de l'humanisme abstrait, la critique des droits de l'homme comme étant une négation en quelque sorte des réalités sociales. Il y a deux grands penseurs de cette question-là, critique. Il y a Burke et Joseph de Maistre. Mais si on suit Burke est beaucoup plus acceptable que Joseph de Maistre, parce que Joseph de Maistre radicalise quand même le propos. Et si Joseph de Maistre critique les droits de l'homme, c'est pas simplement dans un rapport de l'abstrait au concret, c'est dans le fait que les droits de l'homme prétendent en quelque sorte inventer la nature. Et que cela, il en fait une interprétation théologique. C'est le péché suprême. Et donc, comment vous voyez dans les critiques de Hannah Arendt ceux qui se rangent, je dirais, derrière un Burke un peu arrangé, et ce serait très différent, parce que c'est ça, la critique radicale des droits de l'homme, c'est plus Joseph de Maistre que Burke, d'un certain point de vue. Et comme vous le savez, dans tous les débats qu'il y a eu sur Hannah Arendt, notamment ceux qu'ont développé Voegelin, cette dimension de l'opposition Burke-Maistre était très, très présente, quoi. Donc, est-ce qu'on peut juste s'arrêter un tout petit moment sur cette question-là, origine des droits de l'homme, les interprétations du déracinement chez Arendt, parce que je crois qu'elle joue un rôle aujourd'hui souterrain assez important d'une certaine façon, puisque si l'abstrait et le concret, c'est simplement l'opposition du territoire à l'international, on a une vision extrêmement pauvre, évidemment, de la définition pratique des droits qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez... Oui, merci. Merci. Donc, je vais tenter de réagir. Avant de prendre vos deux premières questions, sur la question des droits de l'homme dans la Révolution française, Arendt, si on prend l'ensemble de son œuvre, est quand même extrêmement ambigu, je pense, parce que les analyses qui sont développées dans On Revolution
peuvent sembler, à certains égards, contredire celles qu'elle a développées dans les origines du totalitarisme, parce que c'est vrai que dans On Revolution, elle a une vision, elle livre en tout cas une vision assez sévère des conditions d'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme, et peut-être assez impudent de dire ça, mais je me semble qu'elle manque ce que vous venez de dire, à savoir que fonder les droits de l'homme sur la nature, c'est une façon de ne plus les fonder sur l'histoire. Et simplement, elle manque peut-être ce contexte historique. Je verrai. Dans les origines du totalitarisme, c'est beaucoup moins clair. Peut-être que dans On Revolution, elle manque aussi l'analyse qu'en a fait Étienne Balibar quand il nous dit, au fond, la Déclaration des droits de l'homme, elle est politique de part en part. Elle n'est pas pré-politique. L'opposition droits de l'homme et droits du citoyen ne tient pas la route parce qu'en réalité, les droits de l'homme sont les droits du citoyen. C'est peut-être ce contexte historique qui est moins présent. Alors, sur la question des lectures conservatrices ou républicaines d'Arendt, je dirais la dimension, effectivement, il y a dans les 3 tomes des origines du totalitarisme, donc le cœur, le fil conducteur, c'est cette idée de déracinement que Arendt a vécu dans sa chair, puisqu'elle a elle-même évidemment dû fuir, dû quitter son pays, déracinement territorial, mais aussi, ce qui est un autre phénomène qui ne devrait pas forcément coïncider, repli des hommes sur la sphère privée, désaffection de la sphère publique. Alors, c'est vrai que je ne dirais pas que la critique républicaine ou conservatrice dissocie forcément les deux. En fait, elle rabat complètement la déliaison des hommes sur le déracinement territorial, comme si, du fait qu'il n'y avait plus appartenance à un territoire particulier, il y avait forcément des liaisons et des affections politiques. À l'inverse, et donc le thème consiste à dire au fond que l'appartenance à une collectivité nationale circonscrite est une condition d'identification aux institutions publiques et donc une condition de la participation publique. Ceux qui auront plus une lecture cosmopolite d'Arendt mettront l'accent au fond sur le fait que c'est la participation à des actions communes, c'est l'action en commun avec d'autres hommes qui crée l'identification. Et donc c'est dans ce sens-là que les choses fonctionnent et que ça ne suppose pas une appartenance à une collectivité qui soit territorialement délimitée. Et donc effectivement, je pense que toute sa réflexion sur la déliaison, le repli sur la sphère privée, a été réduite simplement à une sorte d'expulsion d'une sphère nationale déterminée, alors que ce n'était qu'un élément parmi d'autres. Quant à savoir quelles seraient, parce qu'évidemment, là j'ai bien conscience de dire quelles pourraient être les formes d'appartenance politique qui ne seraient pas des collectivités nationales délimitées, qui permettraient néanmoins d'éviter ce phénomène de déliaison, je pense que la préférence d'Arendt allait vers un modèle fédératif, très clairement, et c'est en ce sens qu'elle fait l'éloge des États-Unis, donc un modèle aussi décentralisé que possible, aussi fédératif que possible, fondé sur la participation locale. Alors, le rapport effectivement, le rapport à Burke et Joseph de Maistre, il y a Schmitt aussi qu'on pourrait citer, parce que qui s'est beaucoup inspiré de Joseph de Maistre. Il me semble qu'ici, chez Burke, on a, au fond, Burke est une référence qui est plus facile à mobiliser, si vous voulez, dans les écrits universitaires, parce qu'on assiste, au fond, chez Burke, à ce que Dave Sternel a appelé une sorte de libéralisme bloqué. C'est-à-dire, à un moment, une évolution, un libéralisme qui se bloque, qui refuse d'aller plus loin, et qui oppose effectivement l'abstrait et le concret. Alors que chez Joseph de Maistre, la critique des droits de l'homme se fait quand même au nom
d'une critique théologique très claire, et se profile quand même l'idée que les droits de l'homme sont une anti-politique. C'est une idée que reprendra Schmitt, qui a beaucoup lu Joseph de Maistre, et pour qui, au fond, l'idée étant que l'invocation des droits de l'homme, les droits de l'homme sont une catégorie morale, que ça revient à nier l'opposition entre entités politiques, ça revient à une politique de l'humanité, ça revient à une négation de la politique. Je crois que cette référence à Schmitt, elle est sous-jacente dans beaucoup d'écrits contemporains, mais on va se référer de préférence à Burke ou à Arendt parce que ce sont des références beaucoup plus respectables. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce point, mais je crois que c'était utile de le redire, parce qu'il y a tout de même eu une republication de ces textes importants de Arendt, et effectivement, du coup, ils sont assez cités. Dans ce que vous avez dit, il y a un point qui me semble très intéressant sur la souveraineté. Vous avez dit qu'il faut relativiser la souveraineté. Alors, effectivement, dans le contexte français, la vision de la souveraineté a été particulièrement radicale, puisque l'idée de la souveraineté telle qu'elle se forme depuis Bodin, c'est justement une souveraineté qui permet d'empêcher le pluralisme des pouvoirs. Donc c'était par construction cette idée-là. Mais aujourd'hui, si on reprend les définitions les plus radicales de la souveraineté, vous citiez Schmitt, on pourrait dire par exemple est souverain celui qui décide des circonstances exceptionnelles. Donc une théorie décisionniste de la souveraineté. Mais justement, même si on adopte la définition la plus décisionniste de la souveraineté, aujourd'hui, il me semble que si on prend cette définition la plus décisionniste, il est très difficile de ne pas relativiser la souveraineté. Si on regarde les questions monétaires aujourd'hui, c'est vraiment, là, on est au cœur de choses qui sont de l'ordre des circonstances exceptionnelles, de ce qui touche la monnaie au plus. Et en fait, la souveraineté, là, elle existe comme quelque chose de négocié d'une façon ou d'une autre. Regardons ce qui se passe aujourd'hui avec Chypre. Bien sûr, l'État chypriote est souverain, mais c'est une souveraineté négociée. Et bien sûr, l'Europe a des pouvoirs qui sont d'un ordre souverain monétairement, mais elle est obligée de la négocier. Donc si on prend cet exemple très précis, mais au fond assez parlant, on voit bien qu'il y a une dimension nécessairement négociée de la souveraineté dans bien des domaines aujourd'hui. Si je peux juste me permettre, avec ce risque, je partage évidemment tout à fait votre analyse, on voit, il n'y a plus on ne peut plus identifier le lieu de décision, en tout cas ultime, mais est-ce que ce n'est pas au risque de l'impuissance politique? Je me fais l'avocat du diable. Donc, c'est-à-dire l'avocat du diable. Je me fais l'avocat de ceux qui nous diraient qu'une souveraineté relativisée, ça ne peut pas marcher. Est-ce que ça ne nous condamne pas à une forme d'impuissance politique? C'est pour ça que je terminais sur une note un peu plus pessimiste. Non, pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas superposer complètement l'idée de la sphère de décision et l'idée de manifestation et de mise en œuvre des communautés d'épreuves, d'une certaine façon. Parce qu'il est évident que dans le cas chypriote comme dans le cas grec, il y a une communauté d'épreuves qui est bien clairement la communauté de la nation concernée. Mais il faut à la fois des instruments de valorisation et d'expression de la communauté d'épreuves et des instruments de gestion de la souveraineté. C'est deux choses différentes. Et on peut dire que ce qui est critiquable dans des formes de gestion par l'Europe de ces difficultés monétaires, c'est qu'on ne prend pas en compte la communauté d'épreuves. On ne se situe qu'au niveau des conditions de la gestion. Et cette communauté d'épreuves, elle existe avec évidence. Et que la nier, c'est là où il y a le grand problème. Et vous avez fait référence d'ailleurs à cette idée de communauté d'expérience plurielle. Et là, en termes monétaires, eh bien, effectivement, il y a une communauté d'épreuves bien délimitée, bien visible, avec ses particularités. Mais en même temps, un des buts de la politique, c'est peut-être aussi de distinguer, de démultiplier ces communautés d'épreuves.
On va bien le voir à Chypre, parce qu'il y a les Chypriotes et il y a les Russes investisseurs à Chypre. Ce n'est pas deux communautés d'épreuves superposées, exactement. Donc comment vous voyez ça? Mais bon, c'est une communauté d'épreuves. Maintenant, je dirais que l'Europe, pour l'instant, est dans l'œil du cycle. Je crois que personne ne peut savoir comment on va sortir véritablement de cette crise. À certains moments, je me sens relativement pessimiste parce qu'effectivement, comme je l'expliquais dans l'exposé, cette communauté d'épreuves peut aussi conduire à une forme de décomposition des institutions politiques supranationales. Je crois que le risque aujourd'hui n'est pas totalement exclu. Ou elle peut, par communauté d'épreuves et comme le dit Habermas, par prise de conscience d'un destin commun, nous engager dans la voie d'une plus grande mise en commun d'un certain nombre de compétences et d'un certain nombre de pouvoirs. Mais je crois qu'on est vraiment à ce point de basculement, mais que les résultats électoraux récents incitent plutôt au pessimisme sur ce point. Je reprends des points de votre exposé qui me semblent particulièrement riches. Je reprends cette formulation sur la citoyenneté comme processus d'extension des droits à ceux qui n'en ont pas. Vous avez développé avec un vocabulaire qui a été très, très riche cette idée fondamentale, et notamment à partir du fait que les droits de l'homme sont d'ordre politique et définissent les conditions dans lesquelles on peut avoir une place dans le monde. Et donc, dans cette perspective, la question de la circulation des personnes, de l'hospitalité pour prendre le langage kantien, sont particulièrement symboliques ou en tout cas significatives. Comment vous voyez l'articulation entre cette question et celle de la redistribution? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas séparer d'une façon ou d'une autre circulation des personnes et partage des systèmes de redistribution. Circuler aujourd'hui, ça n'est pas simplement circuler. Circuler aujourd'hui, ça n'est pas simplement avoir des droits personnels, c'est aussi avoir des droits sociaux. Il n'y a pratiquement pas de règles sur la circulation ou l'accueil, par exemple, de personnes persécutées pour raisons politiques qui n'est pas liée à l'obtention d'un certain nombre de droits sociaux. Oui. Donc comment vous voyez cette articulation sur cette question absolument essentielle aujourd'hui entre droits politiques de circulation, si je puis dire, et droits sociaux? Alors, il faut considérer d'abord ce qui est, c'est que dans le principe, dans l'Union européenne, on a lié la liberté de circulation aux droits sociaux, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé dans la mesure du possible pour que celui qui migre, je parle des Européens, qui migre d'un État à l'autre, ne perde pas par exemple, en termes de retraite, ne perdent pas les périodes cotisées dans un autre État. Donc il y a eu une forme de... Je veux dire, on a fonctionné sur le registre de la reconnaissance mutuelle, qui fait qu'en principe, si tout fonctionne bien, vous pouvez migrer et conserver les acquis sociaux que vous avez déjà emmagasinés, si je puis m'exprimer comme ça, dans un État. Mais ça ne touche pas, c'est plutôt une reconnaissance mutuelle des systèmes de sécurité sociale. On n'est pas encore dans la sphère de la redistribution. Alors, la redistribution reste ce qu'on pourrait appeler une véritable redistribution à l'échelle européenne, ça reste quand même très limité, puisque ça, pour l'essentiel, ça concerne les fonds structurels, donc certaines catégories de population. La politique agricole commune peut dans très longtemps. Mais il me semble que il y a deux grands enjeux pour l'Europe aujourd'hui. Si on veut que la mobilité, c'était le troisième, que la mobilité des personnes
ne parasite pas complètement les acquis des États-providence, c'est une redistribution sociale à plus large échelle et donc une fiscalité, mettre en place une forme de fiscalité européenne. Je veux dire, une forme pour le budget européen est absolument ridicule. Et c'est pour ça que j'étais inquiète. Je ne crois pas viable sur le long terme d'avoir, ou alors c'était viable dans une période où les choses allaient bien, mais ce n'est pas viable sur le long terme d'organiser et de laisser s'organiser la libre circulation des personnes sans une forme de redistribution sociale importante. Redistribution sociale d'ailleurs qui pourrait se jouer et qui devrait se jouer de plus en plus entre États. Je fais allusion ici au mouvement de population dont je parlais tout à l'heure, à ces jeunes et ces moins jeunes qui sont obligés de venir, alors même qu'ils ont parfois des diplômes universitaires, de venir garder nos enfants, etc., de Roumanie, de Bulgarie. Il y a un vrai problème de redistribution sociale à l'échelle de l'Europe, qui suppose une volonté politique. Je suis surpris à ce propos de voir le peu de commentaires et de réactions qu'il y a après la décision du Parlement européen de refuser le budget, ce qui est quand même une décision qui peut éventuellement avoir d'énormes conséquences sur le fonctionnement des institutions et le rééquilibrage, si je puis dire, entre l'intergouvernemental qui a aujourd'hui le vent en poupe à travers le rôle du Conseil et puis les autres institutions. Oui, moi je suis surprise même Bon, il y a eu un certain nombre d'articles évidemment sur cette question du budget et de la redistribution, mais là il me semble qu'il y a une question de courage politique, parce que j'ai pu vous sembler quelque peu angélique en vous parlant des acquis réels de la construction européenne, de la citoyenneté européenne, mais je suis intimement persuadée que ces acquis seront à moyen terme menacés si on ne se met pas en place une véritable forme de redistribution sociale et une forme aussi d'harmonisation de la fiscalité en Europe. La situation pour l'instant, en termes fiscaux, entre les différents États de l'Europe, est totalement inéquitable si on accepte la libre circulation des personnes. On va revenir sur cette question-là, mais avant, en tant qu'historien, je voudrais faire une remarque sur quelque chose de très intéressant que vous avez souligné, à savoir que la citoyenneté n'est pas simplement du registre de l'agir, qu'elle est aussi un statut. Oui. Ça me paraît historiquement quelque chose d'absolument fondamental. L'histoire du suffrage, l'histoire de la lutte pour le droit de vote, de la conquête du suffrage universel, a été évidemment la conquête d'un statut et pas simplement la conquête, je dirais, d'un registre d'action. Et une chose a même été analysée très précisément aux États-Unis, c'est de voir le divorce qu'il y a eu dans la conquête des droits civiques entre ces deux registres du statut et de l'agir. Au lendemain de 1965, qui est la loi qui, enfin, je dirais, met fin aux discriminations empêchant les Noirs de voter aux États-Unis à travers toutes les mesures, pourrait-on dire, un petit peu techniques et latérales qui les écartaient du vote, même si depuis la fin de la guerre de sécession, théoriquement ils l'avaient, mais pratiquement ils ne l'avaient pas. Une chose qui a frappé beaucoup d'observateurs à ce moment-là, c'est que le lendemain de cette victoire, les Noirs n'ont pas été très nombreux à aller aux urnes. Comme si la bataille pour le statut avait été le cœur de tout, et que la question de l'agir, bien sûr, allait ressurgir, mais que historiquement, la différence, en tout cas, a été très forte en France, puisque si on n'avait pas le droit de vote, disait-on, dans les années 1830, on se considérait comme un prolétaire, c'est-à-dire un citoyen de la dernière catégorie. Et donc, on n'était pas un citoyen comme les autres. Et je crois que cette question est fondamentale, mais en même temps, il ne faut pas enfermer la citoyenneté dans le statut. Mais pour être tout à fait honnête, je pensais à un certain nombre de penseurs qui, je pense, en fait, seraient d'accord avec vous, mais qui ont écrit, au fond, il nous faut déconstruire la citoyenneté comme statut et la penser sur le mode de l'agir. Et je vois bien l'intention. L'intention, c'est de dire, on ne doit pas enfermer la citoyenneté
uniquement dans le cadre stato-national. Et il faut pouvoir penser la citoyenneté au-delà du cadre stato-national. Mais de là, je veux dire, avec cette étape-là, à cette étape-là, je souscris. Là où je trouve qu'on va un peu loin, c'est nous dire qu'il faut la déconstruire comme statut parce que, comme vous le dites très bien, la citoyenneté doit être reconnue à ceux qui agissent ou qui n'agissent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on perd son statut de citoyen. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne peuvent, enfin, il y a aussi des gens qui sont empêchés de participer. Et donc, je comprends bien l'intention qui veut dire, au fond, il faut renverser, au fond, la charge de la preuve. On n'est pas citoyen simplement parce qu'on a le statut de national, mais on est citoyen parce qu'on est engagé dans des luttes politiques. Oui, mais n'oublions pas ceux qui ne sont pas engagés dans les politiques ou qui l'ont été et qui ne le sont plus. Voilà. Et le texte, encore une fois, Arendt, là-dessus, est très clair. Enfin, est très clair. Il y a ce beau texte, Nous autres réfugiés, où je crois que le terme statut, la perte du statut, donc où elle raconte ce qu'ils ont perdu, ce qu'elle a perdu en arrivant à Paris, après avoir quitté l'Allemagne, la situation dans laquelle ils étaient. Et je crois que le terme, la perte d'un statut, et la douleur d'avoir perdu un statut, revient au moins 5 fois dans le texte. Bien sûr. Pour terminer, on pourrait terminer autour d'une grande question, qui fait d'ailleurs le lien avec celle-là. C'est que vous avez, à juste titre, beaucoup insisté sur le fait que Hannah Arendt refuse une conception essentialiste des droits, et que pour elle, les droits sont relatifs et qu'ils jaillissent de la pluralité humaine, et qui sont des formes de reconnaissance. Et à un autre moment de votre exposé, vous avez dit qu'une des caractéristiques du monde contemporain, c'est la tendance à glisser de la reconnaissance à la défiance. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas lier ces deux réflexions que vous avez faites sur le mode suivant ? La première chose, c'est de dire que si les droits sont relatifs, s'ils jaillissent de la pluralité humaine et qu'ils ont pour but la construction du social, pourrait-on dire. Mais la construction du social, justement, il s'opère à différents niveaux. La construction du social, elle s'opère à un niveau national. La construction du social, elle s'opère à tous les niveaux, je dirais, des expériences et pratiques du monde commun. Et les expériences du monde commun, elles se déclinent donc sur pas mal de niveaux différents. Et à cet égard, cette perspective des droits comme fondée sur les formes du commun invite à une pluralisation des espaces de formation et de garantie de ces droits. Car à ce moment-là, il n'y a pas simplement le national ou le cosmopolitique. Il y a aussi d'autres niveaux intermédiaires. Mais pour que ces niveaux intermédiaires prennent sens, il faut justement qu'ils soient des espaces d'expérience reconnus. Et le problème de la défiance, c'est quand il y a justement un manque de reconnaissance ou un manque, disons, de confiance. Si on prend la définition traditionnelle traditionnelle en sociologie de la confiance, qui consiste à pouvoir faire une hypothèse sur un comportement futur. Donc on voit bien qu'il y a une dimension cognitive et informationnelle dans la confiance. Et la défiance se développe partout où il y a un isolement. La défiance se développe partout où il y a un manque d'information sur autrui, où il y a un manque et l'information, elle est produite par des éléments de vie en commun aussi. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, cette question de la défiance, elle se manifeste à tous les niveaux aussi. Elle est infranationale, elle est nationale et elle est supranationale aussi. Quand on voit la façon dont les Allemands se sont comportés vis-à-vis des Grecs, c'est qu'ils ne faisaient pas confiance aux Grecs, c'est-à-dire qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas formuler d'hypothèse sur le comportement futur des Grecs. C'était la définition la plus technique et la plus simple que l'on peut donner de la confiance. Mais justement, construire la confiance, c'est mettre en place les éléments de compréhension, d'intercompréhension et de connaissance d'autrui
qui permettent de la mettre en œuvre. Et donc là, il y a, on pourrait dire que le développement des droits, si le développement des droits participe de la production du monde commun, si les droits sont un élément d'organisation de la pluralité humaine, ils ne peuvent se développer que dans un monde où il y a une construction de la reconnaissance et de la confiance. Donc, il y a en quelque sorte, si je puis dire, là, un fondement informationnel, un fondement cognitif ou un fondement sociologique à cette question. Comment vous l'apercevez? Parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui était très nettement, je dirais, aperçu par Hannah Arendt, mais en même temps, dans son œuvre, toute la dimension de la reconnaissance, qui aujourd'hui est très centrale, est peut-être un peu moins développée. Oui. Alors, je dirais que si on envisage effectivement que les luttes de droit, les combats pour les droits peuvent être des espaces d'expérience, effectivement, ces espaces d'expérience supposent une forme de reconnaissance qui est double. Il y a la première, celle dont vous venez de parler, j'y reviens, qui est une forme de reconnaissance par les autres. On ne peut pas, pour lutter pour les droits, il faut que ceux avec qui je lutte me reconnaissent mutuellement comme égaux. Pour remporter la bataille, il faut que je sois reconnu, il faut que je sois entendu. Donc ça suppose une forme de reconnaissance et d'intercompréhension. Ça suppose aussi une forme de reconnaissance institutionnelle, ce qui est aussi, je pense, parfois oublié par certains, ou négligé par certains penseurs de la démocratie radicale, et qui était un point sur lequel Claude Lefort avait beaucoup insisté, que pour que ces luttes de droit aient une forme vraiment politique, il faut à un moment qu'elles s'imposent dans l'espace public et qu'elles soient reconnues par les institutions. C'est pourquoi, quand vous dites, au fond, il y aurait une pluralisation des espaces, il n'y a pas seulement le national et le cosmopolitique, c'est sûr, il y a une imbrication, il y a l'espace européen, l'espace national. En même temps, je ne crois pas qu'on puisse multiplier ces espaces à l'infini, parce que sinon, à un moment, on perd cette notion de sphère publique et on n'a plus qu'un éclatement de la société. On n'a plus des démoïs, si vous voulez, mais un éclatement de petites collectivités ou de petites communautés. La question cruciale qui se pose, et la plus délicate que vous posez, c'est la question de savoir si aujourd'hui, au sein de l'Europe, il existe une intercompréhension suffisante pour que le développement des droits puisse aboutir sur la production d'un monde commun. Alors, je pense que pour répondre, je pense que la confiance réciproque au sens large n'existe pas. Des confiances réciproques ont pu exister parce qu'il y a eu, je parlais des Italiens qui ont lutté pour faire reconnaître, des immigrés italiens, qui ont lutté pour faire reconnaître l'égalité de leurs droits en matière de droit à la pension, etc., avec les travailleurs belges. Je veux dire, il y a eu des mouvements qui ont pu aboutir sur la production de droits reconnus. Pour aboutir à un monde commun, il faudrait que se développe, c'est le souhait d'Habermas, au niveau européen, quelque chose qui ressemblerait comme le sens d'un destin commun, le sens d'une nécessaire solidarité. Alors, il y a deux hypothèses. J'ai discuté de cette question avec Philippe Van Parijs, dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand on pense à la multiplication des caricatures sur les autres peuples. Il dit, mais c'est le moment, il y a un moment, on est dans un moment où nous parlons des autres sans avoir encore compris qu'ils nous écoutent ou qu'ils nous lisent. Et donc il dit que quand nous serons dans une sphère publique réellement européenne, peut-être deviendrons-nous beaucoup plus civils et beaucoup plus contraints, et donc accéderons-nous à une forme plus grande de reconnaissance, parce que nous saurons que les autres nous entendent et les autres nous écoutent. Bon, c'est une hypothèse, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse tranchée à la question de comment surmonter la défiance qui, me semble-t-il, est en train de s'installer entre les peuples européens aujourd'hui.
défiance vis-à-vis des institutions centrales, mais aussi défiance vis-à-vis de certains des États, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Là, il me semble qu'aujourd'hui, quand même, on est en train de connaître une forme de régression importante, et c'est sans doute la responsabilité des intellectuels d'intervenir sur ce point. Je veux dire, je ne partage pas, évidemment, je ne partage pas les orientations qui sont prises par la politique allemande en ce moment, mais disons que le regain de défiance tel qu'il peut se manifester vis-à-vis de l'Allemagne a des relents qui peuvent sembler inquiétants. Historiquement, si on regarde par exemple comment en Allemagne, dans les années 1920, le problème de la destruction de la confiance sociale a été analysé, oui. A été analysé comme l'équivalent d'une guerre civile. Hein. Oui. C'est ce que disait Konrad Adenauer, qui à ce moment-là était le maire de Cologne. Il disait s'il n'y a plus de monnaie, c'est la guerre civile. Parce que quand il n'y a plus de monnaie, c'est-à-dire que personne ne fait confiance à autrui pour le lendemain. Et que cela, c'est en quelque sorte institutionnalisé. Et c'est pour ça que les Allemands, d'ailleurs, ont tellement mis d'importance dans l'autonomie de la Banque centrale européenne. Et ça, c'est un des paradoxes, c'est que pour construire la confiance face à la défiance des citoyens ou à la défiance vis-à-vis de l'espace politique, eh bien, une des réponses historiques qui était donnée, c'est de développer des institutions indépendantes. Or, ces institutions indépendantes, d'un autre côté, posent un problème, car elles apparaissent... suscitent la défiance d'autres peuples. Voilà, elles suscitent un autre type de méfiance sous les espèces d'une distance ou d'une illégitimité. Mais ça, c'est toute la question aussi de confrontation, de culture politique nationale. Ce qui peut inspirer la confiance dans un pays n'inspire pas la confiance dans un autre. Donc c'est tout le défi. Mais ceci étant, je crois que quand même ça vaut la peine d'insister que ce phénomène de défiance n'est pas un phénomène qui soit exclusivement lié au niveau européen. C'est un phénomène qu'on observe à tous les niveaux aujourd'hui. Ouais. Mais c'est aussi par le fait qu'il y a moins que les choses partagées ou les choses vécues en commun sont moins nombreuses. Et donc il y a une démultiplication, si je puis dire, de la figure de l'étranger ou de la vision de l'hostilité dans des sociétés dans lesquelles le séparatisme devient un mécanisme de fonctionnement généralisé. Pour conclure, je conclurai avec une de vos formules qui, je trouve, a bien résumé un petit peu l'esprit de ce que vous avez exprimé, en disant qu'il vaut mieux européaniser les espaces nationaux que construire un espace européen. Mais justement, européaniser les espaces nationaux, c'est faire en sorte que chacun s'ouvre davantage et connaisse mieux ce que vivent et comment vivent les autres. Eh bien, vous nous avez donné une bonne envie de le faire et je vous remercie beaucoup pour cela.